Shalom à tous et bienvenue à iDécryptage, la tribune des grandes questions de l'actualité africaine et internationale sur Lumière du Monde Télévision en toile de fond pour ce numéro. 3 sujets. Nous serons dans un premier temps au Mali, après la chute de l'ex-président Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta. Quel est l'état des lieux dans ce pays ouest africain qui traverse une longue période d'instabilité? Nous serons également en RDC, en République démocratique du Congo, où l'actualité est dominée par la mort de l'ambassadeur de l'Italie, Luca Antanasio, 43 ans, tué dans une attaque de rebelles dans le nord Kivu le lundi 22 février dernier. Et nous conclurons cette émission en Birmanie, pays en pleine ébullition politico-militaire. La dirigeante Aung San Suu Kyi est assignée à résidence surveillée après le coup d'État du 1er février dernier. Notre équipe ne change pas. À ma gauche, Dr Bangali, bonjour. Bonjour Franck. Très heureux encore une fois de vous recevoir sur ce plateau. Moi également, shalom à nos téléspectateurs qui nous suivent fidèlement depuis maintenant 2 ans. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Laurignon Guédé, c'est à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. En tout cas, merci de nous faire encore une fois l'honneur d'être sur ce plateau. À ma droite, docteur Samuel Maté, professeur d'économie. Bonjour. Bonjour Franck. Comment allez-vous? Très bien. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Et nous commençons avec ce premier sujet au Mali. Quel est l'état des lieux de la transition dans ce pays 6 mois après la chute d'Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta? La question vaut son pesant d'or au regard des derniers développements de l'actualité dans ce pays. Le Premier ministre de la transition, Mokhtar Ouane, lors de la cérémonie de présentation du plan d'action de la feuille de route du gouvernement de transition à l'hémicycle malien, dit son vœu de discuter avec les groupes radicaux, un plan d'action qui se heurte à la position de la France, toujours opposée à un échange avec les djihadistes. Discuter avec les groupes radicaux, c'est ce que propose le gouvernement malien. Le sujet a une nouvelle fois été évoqué vendredi par le Premier ministre, alors que le pays fait face depuis 2012 aux exactions des groupes djihadistes. Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali se lèvent pour appeler au dialogue avec nos frères qui ont rejoint les groupes radicaux. Il s'agit d'une demande maintes fois exprimée. Partenaire de Bamako dans la lutte contre les groupes armés, la France a toujours exprimé son opposition à cette perspective. À l'Assemblée nationale, l'idée du dialogue avec les radicaux est plutôt bien accueillie, mais l'attitude de la communauté internationale suscite des interrogations. La négociation avec les groupes radicaux maliens. Le problème qui va se poser, les Maliens disent qu'il faut négocier avec les groupes radicaux. Mais est-ce que la communauté internationale est d'accord? Le plan d'action, il est vachement bien ficelé. Bon, maintenant, on va discuter lundi, on va faire les débats lundi pour essayer de voir les amendements qu'on peut proposer et les rectificatifs qu'il faut faire pour que ça rentre dans le cadre de compréhension de tous les Maliens. En attendant, Bamako annonce un recrutement de 2500 hommes au sein des FAMA, les forces armées maliennes, des soldats qui seront redéployés sur l'ensemble du territoire. Retour sur ce plateau pour parler donc de l'actualité malienne. On le voit, le Premier ministre de la transition malienne, Mokhtar Ouane, a présenté son plan d'action pour sortir le Mali de cette impasse. Et cela à l'hémicycle, plan d'action apprécié. Au cœur donc de ce plan d'action, une table pour discuter avec les djihadistes. Comment comprendre la position de la France qui émet, on va dire, des sons discordants, opposés donc à cette rencontre avec les djihadistes? Comment l'expliquer, docteur Bangali? La réaction de la France serait compréhensible si la force Barkhane qui est présente au Mali, sur le front malien depuis bientôt 7 ans, avait un bilan qui militait en faveur de la solution militaire. Parce qu'à une guerre, il y a 2 solutions possibles. C'est soit une solution politique ou une solution militaire. Alors, dans le cas malien, on se rend compte que depuis l'engagement de la force Barkhane, au lieu que la menace djihadiste ait été étouffée, elle a eu tendance à essaimer au-delà même du territoire malien. C'est-à-dire qu'on est parti du nord Mali. Aujourd'hui, la menace djihadiste a pénétré ce qu'on appelle la zone des 4 frontières. Et elle a même, aujourd'hui, je dirais, mis pratiquement à genoux, en termes de situation sécuritaire, l'armée au Burkina voisin. Il y a eu même des cibles jusqu'en Côte d'Ivoire qui ont été frappées. À 2 reprises, la Côte d'Ivoire a également été touchée. Donc, quand on tient compte de ce bilan-là,
on comprend que la solution militaire n'a pas vraiment été la bonne jusqu'à là. Et dès le début, un pays qui a l'Algérie, qui a l'expérience, parce que toutes les forces djihadistes qui aujourd'hui opèrent dans le Nord Mali ont été créées en Algérie, à travers le GSPC qui est descendu dans le Nord Mali avant de s'aimer un peu partout. Donc, depuis le début, l'Algérie a donné sa position, disant que, par expérience, ils estiment que c'est une solution politique seulement qui pouvait permettre de régler la situation. D'où l'accord d'Alger. Dès le début, la France s'est opposée. OK, on a essayé la solution militaire, on s'est rendu compte, après des vies perdues, des années perdues, 7 ans, aujourd'hui, ça fait près de 6 ans, à peu près 6 mois que la force Barkhane est au Nord Mali. Après 7 ans, on fait un bilan. Et quand on fait le bilan, on se rend compte que la solution militaire n'avance pas vraiment. Il faut en revenir à la solution politique. Absolument comme l'a préconisé l'Algérie dès le début. C'est à travers la réticence de la France. C'est à travers la solution politique que l'Algérie a eu le dessus. Qu'est-ce qui explique donc la réticence de la France? La réticence de la France n'est même pas explicable. Parce que si, je vais dire, au niveau du Mali, la France avait fait la preuve qu'elle avait la main, le dessus sur les forces djihadistes, dans ce cas-là, on pourrait dire que cela s'explique parce que la France est sur le coup de réussir. Et alors que la solution politique viendrait pour vous, l'opération Barkhane, c'est un échec au Mali? Si on en juge aujourd'hui, au stade où nous en sommes dans le rapport de force, l'opération Barkhane est carrément un échec. Un échec. Docteur Maté, comment expliquer les sons discordants de la France face à la perspective de discuter avec les radicaux? Bon, il faudrait noter deux choses ici. Il faut noter premièrement, est-ce que c'est cette France qui veut imiter les États-Unis? Cette France qui veut imiter les États-Unis sur l'aspect américain qui dit on ne négocie pas avec les terroristes. Et les Américains sont restés pendant longtemps, à moins de quelques exceptions rares, sur cette posture. Et à la deuxième question que je me pose devant cette discordance de la France, c'est... On a vu sur les réseaux sociaux circuler beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir sur ça pour ne pas aller dans l'amalgame des fake news. Mais on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de choses circuler sur diverses raisons possibles pour lesquelles la force Barkhane reste au Mali. Et la question que mon collègue pose, on parle d'environ 7 ans que la force Barkhane est là-bas. Les résultats ne sont pas nécessairement ce qu'on espérait après 7 ans. Et aujourd'hui, le danger, c'est quoi? Parce que en termes d'analyse, si on va vers une analyse policière, les policiers vont vous dire à qui profite le crime et que si la solution était résolue, ou si le problème plutôt était résolu, qu'est-ce que ça allait entraîner? Donc s'il y a eu ce dialogue, si ce dialogue s'établit et qu'ils arrivent à trouver un accord, quel est le truc? Ça voudrait dire que, on va dire, la force Barkhane n'a plus lieu d'être là-bas. Donc c'est un échec aussi, vous partagez ce point de vue. Attention, la force Barkhane est aujourd'hui la plus grande force militaire française hors du territoire français. Et il va falloir des années pour les démobiliser. Et là, ça pose un problème. Et ça pose véritablement le problème de donner raison à certaines personnes qui, sur les réseaux sociaux, émettent d'autres hypothèses sur les raisons pour lesquelles la force Barkhane est réellement au Mali. Alors, le CNT, le Comité national de transition, et le Parlement et on va dire toute l'opinion malienne est consciente de l'importance de cette rencontre avec les djihadistes, mais émettent beaucoup de réserves, sont sceptiques quant à l'effectivité de cette rencontre. Le Mali n'est-il pas maître du jeu dans la lutte contre le djihadisme dans son pays? Mais il faudrait noter une chose, et je comprends l'attitude des Maliens. Elle est belle, la solution de se dire qu'on va discuter. On a parlé de la solution militaire qui n'a pas marché pendant 7 ans et la solution politique en donnant l'exemple de l'accord d'Alger. Après, c'est de se dire quoi? Après, c'est de se dire que le problème qu'on a en face avec les djihadistes, c'est que ce n'est pas un front uni. Et on se retrouve avec des tendances au niveau des djihadistes. Et le deuxième problème qu'on a aussi, c'est cette capacité des djihadistes à tenir parole. Je pense que ce sont ces deux choses qui sèment le doute
dans une frange de la population malienne quant à l'efficacité de l'approche de dialoguer avec les djihadistes. Donc, encore une fois, de se dire, est-ce qu'on peut avoir un front uni des djihadistes? Ils en doutent aujourd'hui. Et est-ce que les djihadistes vont tenir parole? D'accord. La France est opposée au dialogue. Les Maliens, dans leur grand ensemble, sont pour. Mais au regard de la position de la France, on développe un certain scepticisme. Le Mali n'est-il pas maître de jeu dans les négociations avec les djihadistes? Je pense que le Mali, quand même, a une bonne marge de manœuvre parce que les rapports, je dirais, à la fois diplomatiques et en termes de coopération militaire dans le précaré français ont beaucoup changé parce qu'il y a une nouvelle donne. On l'observe aujourd'hui dans le cas de la Centrafrique avec l'entrée en jeu de la Russie qui a décidé d'être assez proactive à l'intérieur de ce qu'on appelait par le passé le précaré français. On l'a vu tout de suite lorsqu'il y a eu le coup d'État. Les différents dirigeants du CNT ne se sont pas fait prier pour s'afficher dans les médias avec des images d'eux recevant l'ambassadeur de Russie. Et donc, après, il y a eu une suite à cela. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est un moyen, sinon, si vous voulez, c'est un axe de collaboration sur laquelle le régime malien, comme l'a fait le régime de Touadéra en Centrafrique, peut s'appuyer pour contrebalancer donc, cette impression que la France veille peser en termes de contrepoids. Donc, si on considère donc cette nouvelle donne géopolitique qu'est l'entrée en jeu de la Russie dans tous les dossiers sécuritaires qui, disons, ont cours dans le précaré français, si on tient compte de ces facteurs-là, on peut dire aujourd'hui que le régime malien a quand même certaine marge de manœuvre parce que l'ancien président était un inconditionnel de la France, le président Ibeka, et donc malheureusement, il a été renversé. Donc, avec lui, je vais dire, est mort ce mythe de la France toute puissante au Mali. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle donne au Mali. Donc, ils sont libres. Alors, les autorités maliennes parlent, on va toujours parler des échanges avec les djihadistes. C'est vrai qu'on parle d'une approche, d'un rapprochement entre djihadistes et les autorités maliennes. Mais est-ce que derrière, les autorités maliennes ne sont pas contraintes de discuter avec les djihadistes au regard du dispositif militaire de l'armée des djihadistes qui sont estimés à plus de 40 000 pendant que l'armée malienne, elle, est à 20 000 personnes. Alors, stratégie politique, diplomatique ou bien sincère volonté de discuter avec les djihadistes, docteur Maté? Bon, je pense que le président Ndol a dit dans son discours, il dit que nos frères qui ont rejoint les groupes extrémistes, qu'on puisse discuter avec eux. Donc, il y a eu ce revirement d'une partie qui ont rejoint les djihadistes, surtout cette partie qui était anti-française. Et c'est ça qui cause le problème. Maintenant, la question qui se pose, on se rappelle par exemple en 2013, les Français ont interdit à l'armée malienne d'entrer à Kidal. Et on se rend compte aussi également de tout ce qu'il y a eu, les problèmes de l'Azawad. Et le rôle de la France a toujours été trouble. Et également, quand il y a eu le coup d'État et que l'armée malienne avait essayé d'acquérir des armes, on les a empêchés d'acquérir ces armes. Donc la question se pose énormément sur la capacité de certaines forces à pouvoir armer l'armée malienne et que cette armée puisse aller, n'est-ce pas, se défendre. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que est-ce parce que il n'y a pas une confiance au sein de l'armée malienne par rapport au fait que si on les équipe, si elle est forte, il n'y aurait pas de dissensions ou l'utilisation de ces armes n'irait pas vers les djihadistes. Ça, c'est une autre question. Mais pour ma part, c'est de se dire qu'effectivement, on se retrouve devant une armée malienne qui est malmenée, qui est sous-équipée, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des autorités maliennes qui ont essayé d'équiper cette armée, des forces se sont opposées. Docteur Bangali? Dans une guerre insurrectionnelle, l'élément clé, c'est surtout la collaboration de la population malienne qui vit dans le territoire qui sert aujourd'hui de champ de guerre opposant l'armée et puis les djihadistes. Il se trouve que dans le nord Mali vivent des populations Touareg, des populations Peul, qui, avant même le déclenchement du conflit, avaient le sentiment d'être oubliés par Bamako.
avaient le sentiment de ne pas faire partie de la communauté nationale malienne. Et donc, c'est sur cette impression d'exclusion-là que va jouer le GSPC lorsqu'ils descendent. Ces différents émis vont se marier à des femmes locales, soit par mariage, toute forme d'alliance, et ils vont s'implanter au sein de cette population-là. Et donc, quand ils les recrutent, ils transforment donc cet environnement sociologique en bassin de recrutement. Alors, chaque combattant djihadiste qui recrute, qui est potentiellement tué lors d'une attaque, il y a ce qu'on appelle des codes de l'honneur ou encore, si vous voulez, des pactes de vendetta, que ce soit du point de vue traditionnel ou bien islamique, qui fait que quand on tue un combattant, dans sa famille, c'est potentiellement 10 cousins ou frères qui se sentent dans l'obligation d'aller se faire enrôler dans les différents katibas pour venir venger celui qui a été tué. Donc, on est dans une sorte de cycle de violence, de spirale, parce qu'une fois que vous tuez un combattant djihadiste, il y a 10 qui s'offrent pour se faire recruter. Donc, c'est pourquoi on dit que une guerre insurrectionnelle ne se gagne pas comme une guerre classique. Parce que les djihadistes bénéficient d'un bassin de recrutement au sein de la population qui, en quelque sorte, est en rupture de banc avec le pouvoir de Bamako. Et donc, et sans compter le fait que dernièrement à Bounti, il y a eu des bombardements dans un village, on a tué, bon, c'est une des versions, on a tué des civils. Donc, des civils tout cela crée quand même en train de célébrer un mariage. Absolument. Donc, tout cela crée en fait une atmosphère qui n'est pas propice et favorable ni à Barkhane, ni à la force G5 Sahel, ni au FAMA. Et donc, il faut aller à la discussion. Il faut gagner du temps et des vies. Il faut aller à la solution politique. Solution politique, déjà le 11 février dernier, les acteurs de la crise malienne étaient réunis à Kidal, le fief des anciens rebelles, une visite jugée symbolique et historique. Peut-on parler d'une réunification effective du Mali quand on sait qu'en 2012, l'Azawad a été donc déclaré comme un État indépendant par les Touaregs? Docteur Maté. Bon, je pense que le problème de l'Azawad, on l'a vu dans le temps, est un problème qui est comme celui du serpent dont on coupe la tête et qui réapparaît. Et on l'a vu au fil du temps. Et pour ma part, le Nord Mali est assez riche parce que qui parle évidemment de désir d'indépendance, même ne serait-ce que fédéral, se fait sur la base essentiellement de ressources économiques. Et on parle de ressources minières, d'or et du pétrole. Donc, encore une fois, pour nous, ça ramène de pouvoir aller vers la solution politique, dans le sens qu'au-delà de la solution politique, il faut que les Maliens arrivent à réfléchir au Mali de demain. Pourquoi pas un État fédéral? Ça a été souhaité dans le temps, quand il y a eu la dernière insurrection de l'Azawad, c'est d'aller vers un État fédéral. Et je pense que... Est-ce que c'est possible, docteur? Oui, c'est possible, du moment que... Puisque la guerre, c'est sur les ressources. La guerre, c'est sur les ressources, et derrière... l'Azawad, les gens avaient pointé la France à un moment donné, d'autres ont pointé l'Algérie, etc. Mais le fait est que l'Azawad dispose d'énormes ressources et le Mali, sans ces ressources, ne s'en porterait pas mieux. Pas mieux. Docteur Bangali, est-ce que cette rencontre à Kidal marque l'unification du Mali, entre le Mali et l'Azawad? Aujourd'hui, on peut parler d'unification quand on sait que le drapeau malien flotte aujourd'hui dans le Nord Mali. Il faut l'espérer parce que l'Azawad a été littéralement bouffé et intégré dans les organisations djihadistes comme le Moudjahou en Sardine qui ont émergé sur la dépouille de l'Azawad. Et ensuite, ces organisations elles-mêmes se sont coalisées pour prêter allégeance à AQMI. Donc aujourd'hui, ce qui était l'Azawad aujourd'hui, si vous voulez, est revenu à la surface sous forme de AQMI. Alors, il faut savoir que dans cette zone-là, il y a deux principales forces djihadistes qui opèrent dans le nord Mali. Il y a d'un côté AQMI et il y a également l'EIGS, l'État islamique au Grand Sahel. Et ceux qui veulent discuter aujourd'hui, c'est AQMI. AQMI qui, si vous voulez, détient pratiquement 90% du Nord Mali. Parce qu'on part du principe que d'abord l'État islamique au Grand Sahel
est présente seulement dans la zone frontalière des 4 frontières, là où les frontières du Niger, du Tchad et puis du Mali se croisent, et du Burkina aussi se croisent. Et donc, à partir du moment où cette branche a décidé l'AQMI a décidé de discuter, il y a eu un conflit fratricide l'année passée entre les 2 branches, qui jusque-là collaboraient, s'entendaient très bien. Parce que l'État islamique au Grand Sahel estime que c'est une trahison des émirs de AQMI de décider de discuter à l'État malien. Donc, ils ont été même qualifiés d'apostats, rejetés, donc, et ils ont commencé à se combattre entre eux. Et donc, on retient que ceux qui détiennent la plus grande partie du Nord Mali, c'est-à-dire AQMI, ont accepté de discuter. Donc, à partir du moment où c'est comme ça qu'on a trouvé une solution en Algérie. Donc, la position on a fait le choix AQMI de discuter pourra donc, avec une partie pour isoler l'autre petit groupe et puis accentuer la pression militaire. Et donc, l'Algérie a joué sur un plan de réconciliation pour ceux qui voulaient bien revenir à la vie normale. Vous parlez des accords de 2015, les accords d'Alger. Absolument. D'abord, mais les discussions ont commencé là. L'option militaire, le tout sécuritaire a pris fin à partir de 98. Ça a été un travail de longue haleine pour finalement aboutir à expulser ceux qui ne voulaient pas discuter dans le Nord Mali. Et ensuite, aujourd'hui, on se retrouve face au même schéma. Il y a un groupe qui veut discuter, un groupe qui ne veut pas discuter. Fort heureusement, ceux qui ne veulent pas discuter sont minoritaires parce qu'on estime que l'État aujourd'hui, l'État islamique dans le Grand Sahel a autour de 300 combattants. 300 combattants. Donc, ils seront faciles à Alors, étouffer. rapidement, quelle devrait être la position de l'Église devant cette situation malienne? C'est vrai que l'Église est minoritaire au Mali, mais quelle peut être son action? Bon, le problème, c'est qu'il faut noter ici qu'on se trouve dans une situation où l'Église est minoritaire et que c'est une région qui est essentiellement islamique, avec un fort élan d'extrémisme islamique. Donc à ce niveau, je pense que on l'a vu ailleurs, que ce soit au Mali ou que ce soit avec les forces extrémistes dans le nord Nigeria, que les premières tendances ont été de persécuter les chrétiens et de les tuer. Donc à ce niveau, quand les chrétiens sont minoritaires, ça demande de la sagesse. Et nous, notre posture est de se dire que l'Église au Mali ne doit pas choisir de camp, mais appeler à la paix surtout, et pouvoir faire cet appel de manière visible pour démontrer qu'elle est neutre et qu'elle recherche que la paix. D'accord. Neutralité de l'Église aussi? Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Je pense que dans la situation aujourd'hui au Mali, l'Église doit jouer le rôle de colombe, l'Église doit jouer le rôle de facilitateur du dialogue, l'Église doit encourager le dialogue. Tout simplement parce que le dialogue, quand on prêche le dialogue, on ne prend pas position ni pour les djihadistes, ni pour l'État malien. On prend position tout simplement pour la vie. Et l'Église est pour la vie. L'Église doit prendre la position d'une faiseuse de paix. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes consultants de politique africaine et internationale sur ce plateau. Merci infiniment. On passe rapidement au second sujet. Nous sommes en RDC. L'ambassadeur de l'Italie à Kinshasa, Luca Antanasio, 43 ans, a été tué le lundi 22 février dernier par balle lors d'une attaque armée qui a visé un convoi de l'agence onusienne du programme alimentaire mondial, le PAM, pendant une visite près de Goma, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Son garde du corps militaire, âgé de 30 ans de nationalité italienne, et son chauffeur de nationalité congolaise ont également péri dans l'attaque. C'est ici près de Goma, dans l'est de la RDC, que l'ambassadeur d'Italie à Kinshasa a été tué lundi par balle. Luca Antanasio a été victime d'une attaque armée alors qu'il circulait dans ce 4x4 dans un convoi du programme alimentaire mondial. Un témoin de la scène raconte. Lorsqu'on a entendu des coups de feu, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nous sommes rendus sur les lieux et nous avons trouvé, et on venait de kidnapper l'ambassadeur de l'Italie. Les kidnappés l'ont amené jusque dans la brousse. Et aussitôt y arrivés, ils ont fait des accrochages avec les éco-gardes. Et lorsqu'ils ont fait des accrochages avec les éco-gardes, ils ont réussi à tirer sur l'ambassadeur. Ils ont tiré un chauffeur sur le champ. Il y a aussi le chargé de sécurité de l'ambassadeur qui a rendu l'âme sur le champ. Et puis d'un coup, il y a le FARDC qui s'est rendu sur le champ. Et ils ont réussi à sauver l'ambassadeur pour l'amener à Goma pour les soins intensifs. C'est dans cet hôpital que l'ambassadeur italien de 43 ans a finalement succombé à ses blessures. La ministre des Affaires étrangères de la RDC a immédiatement condamné ce meurtre. C'est vraiment avec peine
et beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès du jeune ambassadeur italien. Nous sommes d'autant plus peinés que il y a à peine une semaine, il était ici, dans ce bureau, pour nous inviter à participer au G20 en Italie l'été prochain. Et je promets au gouvernement italien que le gouvernement de mon pays mettra tout en œuvre pour découvrir qui est à la base de cet ignoble meurtre. Luca Attanasio était en poste depuis 2019 à Kinshasa. C'est le deuxième ambassadeur européen en fonction tué par balle en RDC après le français Philippe Bernard en 1993. C'est une attaque lâche, l'a qualifié le président italien Sergio Mattarella. Cette mort de l'ambassadeur, du diplomate italien en RDC, peut-elle avoir des conséquences sur les relations diplomatiques entre les deux pays, la RDC et l'Italie, Dr Bangali? Je répondrai non, parce qu'il faut quand même restituer le contexte dans lequel est arrivé le drame. L'ambassadeur, c'est vrai qu'il se trouvait sur un territoire, le territoire national de la RDC, mais l'ambassadeur participait à une mission du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est une agence de l'ONU. Et pour ces gens de convoi-là, la responsabilité revient à la MONUC, donc la mission de l'ONU au Congo, de sécuriser le convoi. Alors, il a été dit qu'il y a eu une erreur d'appréciation dans la mesure où la MONUC a estimé que le chemin sur lequel le convoi devait circuler était relativement sécurisé et donc il n'y avait pas besoin de joindre une escorte militaire renforcée au convoi. Et donc c'est dans ces circonstances-là que le drame est arrivé. Et donc le convoi n'était pas sous la responsabilité des forces congolaises, armées du Congo. Et tout de suite, on a eu aujourd'hui, en tout cas depuis quelques jours, la réponse de l'Italie parce que l'Italie n'a pas demandé des explications à la RDC, mais à l'ONU. Et donc, Matteo, comment il s'appelle, Luigi Di Matteo, le ministre des Affaires étrangères, s'est adressé à l'ONU pour que l'ONU donne les circonstances dans lesquelles ce drame est arrivé et que l'ONU puisse situer les responsabilités et expliquer pourquoi le convoi n'était pas escorté. Donc, le simple fait que le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Matteo, s'adresse directement à l'ONU et non à la RDC, signale qu'elle va demander des comptes plutôt à l'ONU. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a eu un manque de professionnalisme, de vigilance au niveau des forces onusiennes? Absolument, parce que tout cela a été possible pour une raison. Il y a eu une erreur d'appréciation. Et cette erreur d'appréciation-là engage de facto la responsabilité, en tout cas de la division sécuritaire de la MONUC. À partir du moment où ils ont eu l'erreur d'appréciation, leur responsabilité en termes de professionnalisme est forcément engagée. Docteur Maté, c'est votre point de vue? Vraiment, Franck, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il faut dire qu'il a été aussi arraché du convoi et kidnappé avant de recevoir... Exactement. C'est-à-dire que... je me pose beaucoup de questions, en fait. Je me pose beaucoup de questions dans le sens que la responsabilité en termes d'information, comment ils étaient au courant? Bon, on peut me dire... Mais apparemment, les rebelles savaient. Est-ce que vous voyez? Et... en principe, on aurait pu croire que c'était la voiture, on peut se dire c'est la voiture du PAM. Donc l'ambassadeur, bon c'est vrai c'est un blanc, mais il avait son chargé de sécurité, son garde du corps, qui était aussi italien. Donc comment est-ce qu'ils ont su que c'était l'ambassadeur et pourquoi? Bon, parce que j'écarte d'office la thèse que c'est peut-être un blanc, simplement. Puisque au niveau de l'hôpital, j'ai des amis dans la région, au niveau de l'hôpital, il y a également des médecins blancs qui travaillent, qui ne sont pas nécessairement inquiétés. Donc je me pose beaucoup de questions sur la manière dont la mission des Nations Unies au Congo est en train d'être gérée, quelles sont les connexions, parce qu'il y a une théorie qui dit que plus ces missions durent dans une région, plus parfois il y a des systèmes de trafic qui s'installent
en termes de gouvernance, bien sûr, entre certaines, pas toute la mission, mais une partie de la mission et des rebelles. Donc, il y a toutes ces questions qui refont surface. Le personnel a quand même changé. Ce n'est pas nécessairement au rythme qu'on le veut. Je n'ai pas aujourd'hui les données pour dire, pour attester de la fréquence de cela, mais cette situation m'amène à me poser beaucoup plus de questions que de réponses. On a l'impression que l'ambassadeur a été ciblé. Est-ce que c'est l'impression que j'ai. C'était pour un message. Ce que le docteur Maté dit, parce que c'est très important. En fait, depuis un certain nombre d'années, la MONUC est sur une dynamique de retrait. L'idée, c'est qu'il y a un calendrier de retrait parce qu'on a estimé que la situation sécuritaire s'est stabilisée. Et donc, la MONUC aujourd'hui est en train d'évacuer son personnel progressivement pour partir. Parce que c'est la plus vieille mission de l'ONU à l'étranger, en tout cas en Afrique, en service depuis plus de 20 ans. Donc, et par an, la mission coûte $1,5 milliard à l'ONU. Donc, on estime qu'il faut tourner aujourd'hui la page. Et c'est au moment où on approche de la fin de l'évacuation de la MONUC qu'il y a ce drame-là. Donc, il va relancer le débat de savoir est-ce que la situation sécuritaire est vraiment stable. Et donc, il faut craindre que, justement, le fait qu'on tue, parce que si on tuait, bon, on tue chaque fois des Africains. Dernièrement, il y a eu un massacre qui a tué, voilà, et tout ça. Mais ça n'a pas fait autant de bruit. Donc, le fait qu'on cible un ambassadeur de la France, pardon, de l'Italie, il est clair qu'il y aura des conséquences sur le calendrier de retrait de la MONUC. Pourquoi pas. Voilà. Alors, la mort du diplomate italien relance nécessairement le débat sur la sécurité dans le nord Kivu. Nous allons écouter quelques réactions sur place. C'est un moment opportun pour que non seulement la communauté nationale qu'internationale puisse voir la situation dans laquelle nous, habitants du nord Kivu, avons vécu pendant une très longue période. Il ne s'agit pas seulement d'une situation qui touche l'ambassadeur, tel que cela est crié par les médias, les réseaux sociaux, mais c'est une question qui nous touche depuis des années. Actuellement, je suis déjà dans la trentaine, mais depuis que je naquis dans cette province, nous ne vivons que ce genre de choses. La situation est toujours au rouge. Quand on tue les gens à Beni, ce n'est pas seulement avec la mort de l'ambassadeur italien que la situation devient au rouge. La situation est toujours au rouge. Et la mort de cet ambassadeur, c'est juste un cas parmi d'autres, parmi plusieurs cas de Congolais qui ont déjà perdu leur vie. La communauté internationale ne doit plus se mettre seulement à présenter des compassions aux Congolais, mais elle doit aussi agir avec des Congolais. Voilà les réactions des Congolais sur place à Goma. Alors, cela dure des années aujourd'hui que l'insécurité bat son plein dans le nord Kivu. Qu'est-ce qui empêche justement d'avoir une zone stabilisée? Est-ce la superficie du pays qui empêche d'asseoir une stratégie de sécurité efficace, docteur Maté? Écoutez, le problème, pour moi, pour ma part, le problème est économique. Parce que toute guerre est économique, premièrement. Je fais la parenthèse pour que j'ai eu à travailler au siège des Nations Unies à New York. Et le département où j'ai eu à travailler, c'était le département qui s'occupait de l'audit des opérations militaires des Nations Unies à travers le monde. Et je pense que mon collègue en a parlé. Il a parlé d'1,5 milliard de coûts. Et derrière ça, ce sont des contrats énormes d'armement, de matériel, de ceci, etc., dont des structures en vivent. Est-ce que vous voyez? Et à ce deuxième élément économique vient et aussi les richesses. Comme je le dis, quand il y a guerre, c'est qu'il y a des ressources et qu'il y a des richesses. Et que le Nord Kivu, c'est un scandale minier, le nord de la RDC. Donc, il est clair ici pour moi que c'est une guerre économique où à la fois s'affrontent des personnes qui, dans cette situation de cafouillage. Le caractère économique de la guerre empêche-t-elle aux Nations Unies ou alors à d'autres puissances de rétablir l'ordre dans le pays? Bon, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand il y a ce genre de guerre économique où à la fois il y a les ressources qui sont exploitées de manière sauvage, excusez-moi le terme, et à la fois on a l'ONU qui investit près d'1,5 milliard dans cette guerre chaque année, vous comprenez que le pays en lui-même est faible. Parce que le pouvoir central au Congo est faible. On a vu tout ce qui s'est passé récemment au niveau de la situation politique. Donc, et au niveau des pays occidentaux,
ils ont des intérêts, parfois, certains d'entre eux, dans l'exploitation de ces ressources minières. Alors, en clair, c'est une guerre économique. Pour moi, c'est une guerre économique. Donc, vu le caractère économique de cette guerre, on ne peut pas arriver à stabiliser la région. C'est pas qu'on ne peut pas arriver à stabiliser la région. On n'a pas la volonté, je veux dire. Oui, la volonté n'y est pas, parce qu'il y a des intérêts économiques. Donc, pour cela, il faut arriver à mettre autour de la table ces personnes qui sont dans l'ombre et qui assouvissent ces intérêts économiques, ou renforcer le pouvoir de l'État central. Ça va prendre du temps. L'approche la plus rapide serait d'amener justement toutes ces personnes sur la table de négociation. Docteur Bangali, qu'est-ce qui explique la récurrence de cette insécurité dans la région du Goma? Il y a un faisceau de facteurs. Vous avez parlé, par exemple, de l'étendue du territoire de la RDC. On sait aujourd'hui qu'entre Bukavu, qui est en quelque sorte l'une des villes majeures de cette région proche de la frontière du Rwanda, et Kinshasa, il y a plus de 2200 km. 2200 km, c'est absolument... voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la jungle, l'autorité de l'État de la RDC commence à s'effriter, à affaiblir, jusqu'à disparaître même totalement à certains endroits. Mais ce n'est pas le seul facteur. Je veux aborder la question économique dont a parlé Dr Maté, mais sous un autre aspect, sans bien sûr oublier le fait que du part et d'autre des deux frontières, il y a une certaine homogénéité des origines et des langues qui sont parlées de part et d'autre. Mais quand on parle de l'influence du facteur économique dans la guerre, c'est que les entrepreneurs de la violence, parce que ceux qui se considèrent comme les chefs rebelles sont des entrepreneurs de la violence, vont continuer toujours de fabriquer de nouvelles rébellions, parce qu'on leur repousse de l'autre côté, ils fabriquent une nouvelle rébellion et ils reviennent. Tout simplement parce qu'il y a la possibilité d'exploiter les ressources naturelles à travers le réseau de mines artisanales et puis disposer d'un réseau d'évacuation du cobalt, du coltan sur le marché international. C'est le même schéma qu'il y a eu en Sierra Leone. Alors, on a envoyé des casques bleus. Les rebelles étaient tellement armés même qu'ils ont pris en otage 500 casques bleus en Sierra Leone. On était obligé pour pouvoir mettre fin à la rébellion de Fodé Sanko, tout simplement de trouver le moyen de mettre fin à son trafic des diamants de sang. À partir du moment où on a trouvé le moyen de mettre fin à son réseau de trafic international des diamants de sang, la rébellion s'est écroulée toute seule. On pourrait le faire aussi pour la RDC. Donc aujourd'hui, le problème avec la RDC est tout simple. Il faut trouver les circuits d'évacuation de tout ce qui est produit dans les mines artisanales qui permet après de pouvoir disposer de quoi acheter les armes. Et parce que une force rebelle, c'est au moins 2000 combattants. Il faut les habiller, il faut les nourrir. Et souvent même, il faut leur verser un salaire. Alors cet argent-là, on le tire de l'exploitation des mines artisanales. Et tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de couper le circuit d'évacuation à l'étranger sur le marché international, eh bien, la guerre ne pourra pas finir malheureusement. Il faut faire comme en Sierra Leone, il faut trouver le moyen de mettre fin à ce petit trafic. Et quand ils n'auront rien à gagner en exploitant... Il faut derrière aussi certainement identifier les acteurs, les acquéreurs de tous ces biens, de toutes ces matières premières. Oui, pour pouvoir remonter les différentes filières, il faut forcément identifier les acteurs de ces filières. Depuis la jungle jusqu'à la bourse, à la bourse de Londres. Voilà, voilà. Tous les acteurs. Voilà, tu as bien dit. Merci, docteur Bangali. Troisième et dernier sujet de ce numéro de e-décryptage. En Birmanie, la tension ne faiblit pas depuis le coup d'État militaire qui a vu l'arrestation de la leader Aung San Suu Kyi, aujourd'hui assignée à résidence, malgré les intimidations et répression de l'armée au pouvoir. Les Birmans semblent ne pas reculer et rejettent toute idée de vivre à nouveau sous un pouvoir militaire. Le bilan de la résistance est de près de 5 morts et de plusieurs blessés. Vivre à nouveau sous une dictature militaire, jamais, disent-ils. Des milliers de Birmans sont descendus dans les rues du pays mercredi, comme ici devant la célèbre pagode à Rangoon, pour dire de nouveau non au coup d'État militaire. Dans la capitale, Naypyidaw, des rues bondées prises en photo par satellite. Ici à Mandalay, un message inscrit sur la route et observable depuis le ciel. Nous voulons la démocratie. Une fragile démocratie qui n'en était qu'à ses débuts
et qui est jugé par les manifestants aujourd'hui menacé par le coup d'État de l'armée. Car en face, tout est permis pour tenter de réduire au silence les contestataires. Coupure d'internet, interpellation, renforcement de l'arsenal législatif. Les perquisitions sans mandat et les placements en détention sans le feu vert d'un juge sont désormais autorisés. Plus de 450 personnes ont été arrêtées et une très grande partie serait encore en détention. Le rapporteur des Nations Unies, Tom Andrews, craint désormais un regain de violence après avoir été informé de l'envoi de troupes. Malgré la condamnation des Occidentaux et l'annonce de sanctions par Washington, l'armée fait la sourde oreille. Elle a de nouveau inculpé l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, officiellement pour avoir violé une loi sur la gestion des catastrophes naturelles. Ce général assure que l'ex-dirigeante est assignée à résidence en bonne santé et, je cite, dans le respect de la loi. Mais qu'en est-il alors du respect du vote? Le parti d'Aung San Suu Kyi a largement remporté les dernières élections. L'armée soupçonne des fraudes. En réalité, celle qui était chef du gouvernement de facto représentait surtout une menace pour l'influence des généraux. Face à ce risque de retour en arrière, les appels à la désobéissance civile se poursuivent. Médecins, enseignants, étudiants, contrôleurs aériens, cheminots ou encore moines bouddhistes ont rejoint le mouvement. Et pourtant, le souvenir des soulèvements de 1988 et 2007 est réprimé dans le sang et dans les esprits. Mais les Birmans veulent croire davantage aux bénéfices de leur action plutôt qu'aux risques. Voilà, nous sommes en Birmanie pour le dernier sujet de e-décryptage de ce jour. L'armée justifie son putsch en dénonçant des fraudes lors des dernières législatives qui ont eu lieu en novembre dernier. Ces accusations sont-elles fondées selon vous, docteur Bangali? Absolument pas, parce que quand il y a ce genre de fraude, si encore fraude il y a eu, il y a une réponse constitutionnelle, il y a un dispositif constitutionnel de contestation. Et dans ce dispositif-là, ne fait pas partie les coups d'État. Et donc, on ne peut pas prendre prétexte d'éventuelles irrégularités qui ne sont même pas de nature à entacher la crédibilité du scrutin pour faire un coup d'État et ensuite brandir cela comme raison. Alors, le véritable problème, c'est que l'armée aujourd'hui en Birmanie, en tout cas, je dirais les officiers militaires birmans sont extrêmement politisés. L'explication, c'est que l'armée a occupé le pouvoir, a assumé le pouvoir d'État durant 49 ans. Donc, avant que cette première présidente civile que sous la pression de la communauté internationale, l'armée ne soit obligée de lui remettre le pouvoir. Ils ont été au pouvoir pendant 49 ans. Donc, ils ont intégré l'idée que le pouvoir en Birmanie, c'est leur chose. C'est leur chose d'abord. Donc, on a mis une pression à partir des événements, la révolution du safran de 2007, on a mis une pression au niveau international, appuyée finalement par la Chine, et étant donné que la Chine est leur principal allié, ils étaient obligés de remettre le pouvoir bon gré mal gré. Donc ils étaient en quelque sorte, si vous voulez, en embuscade, ils attendaient une occasion pour récupérer leurs choses. Donc le vrai problème, c'est la politisation du corps des officiers birmans, qui se voit comme, si vous voulez, une élite à qui revient le droit de diriger la Birmanie. La Birmanie. Docteur Maté, c'est votre point de vue? Oui, disons que je partage ce point de vue et puis de dire aussi qu'elle le fait également parce qu'à cause du soutien de la Chine. Dans le sens que les Chinois, comme on l'a vu dans le reportage, que malgré l'intervention et les injonctions de Joe Biden, ils se font la sourde oreille. Tout simplement parce qu'ils sont assurés du soutien de la Chine. Alors, je vais vous prendre au mot, justement. Qu'est-ce qui explique le veto de la Russie et de la Chine sur la question birmane au Conseil de sécurité de l'ONU? Nous savons que l'Union européenne et les Nations unies entendent faire des pressions, des sanctions vis-à-vis de la junte birmane. Mais derrière, nous avons un veto de la Russie et de la Chine. Qu'est-ce que pourrait bien expliquer cela? Mais on est toujours dans cette simulacre de guerre froide, d'une certaine manière. On connaît bien sûr les pays qui sont sous l'aura de la Chine et de la Russie, et on sait que ces deux pays, ces deux puissances, rappelons-les par leur nom,
ont toujours défendu les pays qui sont sous leur aura. Et ce qui leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir continuer à avoir leur cercle d'influence. Et pour ma part, je mettrai cela sur la continuité de cercle d'influence de certains de ces pays vis-à-vis de la Russie et de la Chine essentiellement. Docteur Bangali, qu'est-ce qui explique le veto? Ce veto-là, il y a deux raisons. Il y a une raison géopolitique et puis il y a une raison commerciale. La raison géopolitique, je rejoins ce que vient de dire le docteur Maté, c'est exactement ça. Depuis le déclenchement de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, au niveau des spécialistes, on est revenu à cette analyse qu'aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle une nouvelle guerre froide. Donc la nouvelle guerre froide, la logique des blocs. Donc à partir du moment où un pays, un régime est mis sur une liste noire par le bloc occidental, automatiquement ce pays est parrainé de facto par l'autre bloc, le bloc opposé. Et donc il faut comprendre déjà du point de vue géopolitique, dans le Canada de ce jeu de rôle. Mais il y a aussi une raison commerciale, pour la simple raison que les sanctions américaines contre la Chine ont créé un problème de dépendance de la Chine vis-à-vis de la Birmanie. Pourquoi? Parce que par le passé, c'était la Birmanie qui était dépendante de la Chine parce que l'essentiel des importations venait de Chine. Mais il se trouve que la Chine s'approvisionnait en viande bovine sur le marché américain. Et donc, depuis ces différentes sanctions, la Chine a été obligée de se tourner vers la Birmanie, qui est le pays en Asie du Sud-Est qui détient le plus grand nombre de têtes de bœufs et de buffles, parce qu'il y a une variété de buffles là-bas qui est utilisée dans la riziculture et tout ça, qui est aussi comestible. Et donc, c'est eux qui détiennent le plus grand cheptel au niveau de cette région. Et actuellement, il y a un grand complexe d'abattoirs qui est en train d'être construit à la frontière entre les deux pays, puisque les deux pays font frontière, justement pour pouvoir recevoir l'afflux de bœufs et de buffles qui viennent de Myanmar. Donc aujourd'hui, la Chine dépend en quelque sorte de ce pays-là pour satisfaire ses besoins en viande. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'équilibre des relations. Par le passé, les Occidentaux pouvaient s'appuyer sur la Chine pour exercer des pressions sur la Birmanie. Aujourd'hui, est-ce que la Chine encore peut se le permettre? On se pose la question. Donc, il y a cette raison commerciale qui a été en quelque sorte provoquée par les Américains eux-mêmes. Si les Américains avaient continué de jouer leur rôle d'approvisionner le marché chinois en viande depuis leurs ranchs du Texas, aujourd'hui, le problème ne se poserait pas en ces termes. C'est donc une guerre d'intérêt, on va dire. C'est une guerre d'intérêt, voilà. Et l'intérêt des Chinois passera avant d'autres considérations moralistes. Alors, 3 semaines avant le coup d'État, le ministre chinois des Affaires étrangères était en Birmanie, où il a rencontré le chef de l'armée. Coïncidence ou savait-il qu'il se tramait dans l'ombre quelque chose contre Aung San Suu Kyi? Avec la Chine, il n'y a pas de coïncidence. D'accord. Avec la Chine, pas de coïncidence. D'accord. Oui, je dirais la même chose parce qu'il faut déjà savoir qui est Aung San Suu Kyi. Donc, pas de coïncidence, ça veut dire que derrière, la Chine était informée. D'une façon ou d'une autre, la Chine était informée. Parce que l'opposante qui a été placée à la tête du pays sous pression de la communauté internationale est ce qu'on appelle un pur produit, une fabrication de la Grande-Bretagne. Toute sa carrière, elle a été portée à bout de bras par la diplomatie occidentale. On a joué... Aung San Suu Kyi. Voilà, pour lui donner une renommée internationale, on lui a même attribué un prix Nobel de la paix et tout ça. Et donc, elle est un peu comme, si vous voulez, une marionnette du bloc occidental. Et ça ne dérangeait pas quand le bloc occidental était dans une relation de coopération avec la Chine. Parce que les Chinois ont une certaine lecture de la région dans laquelle leur pays est implanté. Des pays comme le Thaïlande, le Vietnam et puis la Birmanie qui font frontière directement avec la Chine sont vus comme l'arrière-cour de la Chine en tant que puissance. Et donc, dans cet arrière-cour-là, il ne peut pas avoir un régime sur lequel la Chine n'a pas de contrôle, surtout qu'on est dans une logique de guerre aujourd'hui, de guerre commerciale avec les Américains. D'accord. Donc, il fallait forcément, que ce soit avec une initiative chinoise ou encore une initiative de l'armée locale, il fallait forcément trouver le moyen de la dégager. Alors, l'archevêque de la ville de Rangoon, qui est l'une des plus grandes villes en Birmanie, appelle à la paix. Quel pourrait être le rôle joué par l'Église dans cette crise, Dr Maté? On se retrouve dans la même situation qu'au Mali, au fait, Franck. C'est-à-dire que où les chrétiens sont minoritaires, et quelle est l'attitude que doit avoir l'Église à ce niveau. Et
Donc l'appel à la paix, c'est-à-dire que dans ces genres de situations où l'Église, où les chrétiens sont minoritaires, il est important qu'ils ne choisissent pas de camp, mais qu'ils défendent la vie, qu'ils défendent la paix à tous les niveaux. Après, c'est de se dire que quelle est l'attitude? Il y a deux choses que j'aimerais quand même évoquer ici. La première, c'est que quelle est l'attitude individuelle des chrétiens? Donc, en tant que chrétiens individuellement, quand nous nous retrouvons dans des situations similaires où nous sommes en minorité dans un pays et qu'il y a des tensions politiques, voire militaires, quelle est notre attitude? Et comment est-ce que nous partageons avec nos voisins? Ça, c'est la première chose que révèle cette situation. La deuxième chose, c'est si, au-delà de tout ce que les chrétiens auront fait comme effort, comme expression de neutralité, et que malgré cela, les chrétiens sont persécutés et tués, quel est alors le rôle des chrétiens à l'intérieur et à l'extérieur? Donc c'est là ce qui nous amène aussi à nous dire que notre rôle aussi est de faire le combat à genoux. Et il ne s'agit pas simplement, pas simplement de dire qu'est-ce que les chrétiens de l'autre côté vont faire. D'accord. Docteur Bangali, il ne nous reste que 2 minutes, on va aller rapidement. Oui, l'Église en Birmanie représente à peine 6% de la population. Elle ne doit surtout pas se mettre dans une position où elle pourrait déclencher contre elle une persécution, parce que le régime militaire ici a déjà démontré par le passé qu'ils n'ont vraiment pas d'égard pour tout ce qui est clergé. Durant les événements de 2007, il s'est retrouvé au premier plan des manifestations les moines bouddhistes, et c'est pourquoi on a appelé cette révolution safran, de la couleur des toges que portent les moines bouddhistes. Et plusieurs moines ont été soit contraints à l'exil ou jetés en prison, certains même ont été tués. Et donc le régime militaire est un régime dictatorial répressif. Et dans ce genre de cas, surtout que l'Église est minoritaire, l'Église doit déjà se mettre à prier. Et en plus de prier pour que la paix revienne, l'Église doit s'engager à faciliter les négociations entre les différentes parties. D'accord, on va terminer cette émission avec cette dernière question en 30 secondes. Comment entrevoyez-vous les dénouements de la crise birmane? Pour moi, les dénouements de la crise birmane, c'est le même schéma qu'il y a eu à Hong Kong. À partir du moment où derrière le régime militaire en Birmanie, il y a le soutien, le parrainage de la Chine, automatiquement, c'est vrai qu'ils auront un prix de sang à payer, mais finalement, ils auront le dessus pour la simple raison que derrière, il y a la Chine, et dans cette région où nous nous trouvons, c'est la Chine qui règne en maître, qui fait la loi. Et donc, à partir du moment où ils ont ce soutien de la Chine, ils auront le dessus. On a vu, les manifestations ont évolué en devenant de plus en plus clairsemées. Aujourd'hui, ça s'est transformé en une forme de désobéissance civile où des travailleurs surtout ceux du chemin de fer, qui est une dorsale de l'économie stratégique. Mais ça, ce sont les conséquences de la répression. Essaient de boycotter, de ne pas aller à leur service, mais l'armée envoie des chars dans leur quartier, dans leur salon, les prendre pour les obliger à venir à leur poste. Et puis, après, les choses ont commencé à reprendre progressivement. Donc, j'estime que la contestation va baisser. D'accord. Docteur Maté, rapidement, comment voyez-vous la fin de cette crise? Il n'y a pas de fin de crise sans la Chine. Tout dépendra de la Chine. Mais aujourd'hui, c'est de voir quelle arme ou quelle pression on peut mettre sur la Chine pour la mener à renverser la vapeur en faveur de la démocratie. Merci à tous les deux. Je rappelle que nous recevions comme d'habitude Dr Maté, professeur d'économie, et Dr Bangali Gédéon, enseignant-chercheur à l'université Lorignon Guédé de Daloa, c'est en Côte d'Ivoire. Merci à tous les deux. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans 15 jours. Merci de votre fidélité au programme de Lumière du Monde Télévision. Shalom.